Avant de commencer cette histoire, je voudrais savoir d'où vous regardez actuellement. Écrivez le nom de votre ville et de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où ces histoires se répandent, et peut-être que votre commentaire apparaîtra dans la prochaine vidéo. Et si vous appréciez les mystères sombres, les histoires de disparition et les secrets enfouis depuis des années, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications, car vous y trouverez des histoires qui vous tiendront en haleine du début à la fin. La propriété était isolée aux abords de Versailles, loin du tumulte touristique et des foules qui fréquentaient le célèbre château. Là, parmi des arbres centenaires et des sentiers oubliés, se dressait une demeure aristocratique qui ne figurait pas sur les cartes habituelles. Ces hauts murs, recouverts de lierre, dissimulaient bien plus qu'une architecture ancienne. Ils dissimulaient un silence profond. Pendant des décennies, rares étaient ceux qui osaient prononcer le nom de famille de Vaurenne. Non par respect, mais par gêne. Il semblait que cette lignée ait été effacée de l'histoire officielle. La dernière héritière, connue sous le nom de princesse dans les cercles mondains et la presse discrète de l'élite européenne, s'appelait Héloïse de Vaurenne. Elle n'était pas une princesse officielle de la monarchie, mais elle descendait d'une lignée liée à l'ancienne noblesse française. Elle grandit dans un climat de tradition, de discipline et de règles tacites. Chacun de ses gestes était scruté, chacune de ses décisions calculée. Et pourtant, quelque chose clochait. La semaine précédant sa disparition, Héloïse a été aperçue se promenant seule dans les jardins du domaine, ce qui était inhabituel. Le personnel a remarqué des changements subtils. Des portes verrouillées plus tôt, des couloirs fermés sans explication, et le comportement de plus en plus rigide de son père, le comte Henri de Vaurenne. Aucune annonce officielle n'a été faite, aucune explication, jusqu'au matin où elle a tout simplement disparu. Aucun signe de lutte, aucune lettre. Aucun témoin direct, juste un détail troublant. Sa chambre était intacte, le lit est fait, les vêtements sont rangés, les bijoux sont rangés, sauf pour une chose, la fenêtre était ouverte. L'enquête a débuté discrètement, presque sans bruit. Aucun titre à la une, aucun scandale. La famille a géré l'affaire en interne pendant plusieurs jours avant de contacter les autorités. Lorsqu'ils ont finalement appelé la police locale, le récit était froid. Elle est partie pendant la nuit. Elle a dû s'enfuir. Mais cela n'avait pas de sens. Héloïse n'a jamais fait preuve d'impulsivité. Elle n'a jamais eu d'antécédent de rébellion. Son quotidien était extrêmement structuré. Cours, événements, sorties. Et surtout, il n'y avait aucune raison apparente de fuir. L'inspecteur Julien Moreau fut chargé de l'affaire. Réputé pour sa méticulosité et son indépendance d'esprit, il comprit immédiatement, en entrant dans la propriété, qu'il ne s'agissait pas d'une disparition ordinaire. Rien ne semblait spontané. Le personnel évitait tout contact visuel. Les réponses étaient brèves et récitées. Le dépouilleur affichait une posture excessivement rigide, comme quelqu'un qui contrôlait non seulement l'environnement, mais aussi le récit. Julien n'a trouvé aucun indice dans la chambre d'Éloïse, mais il a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Absence d'indices. Aucune empreinte inhabituelle. Aucun objet déplacé. Aucun signe de précipitation. C'était comme si elle avait été enlevée avec précision. En consultant les registres fonciers, Julien a constaté des incohérences. Certaines parties de la maison n'avaient pas été correctement documentées. D'anciens plans architecturaux indiquaient des couloirs qui n'existaient plus ou qui avaient été délibérément omis des versions plus récentes. Et puis, il y a eu ce détail qui a tout changé. L'un des employés les plus anciens, après avoir hésité pendant des jours, a finalement laissé échapper une phrase. « Il y a des parties de la maison qui ne devraient pas être ouvertes la nuit. » Cette même nuit, Julien décida de rester sur la propriété, sans le dire à personne. En parcourant les couloirs silencieux, il remarqua quelque chose qui ne figurait pas dans les rapports. Un courant d'air, faible, froid, provenant d'un mur apparemment solide. La disparition de la princesse Héloïse n'était pas une fuite, et ce n'était certainement pas une coïncidence.
quelque chose était resté caché depuis très longtemps dans cette demeure, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un était sur le point de le trouver. La demeure des de Voren n'était pas qu'un simple bâtiment ancien, elle reflétait directement la mentalité de la famille. Tout y obéissait à une logique de hiérarchie, de tradition et de contrôle absolu. Située aux confins les plus reculés de Versailles, la propriété formait un monde à part, à l'écart de la modernité. Tandis que le château de Versailles symbolisait la grandeur historique ouverte au public, la demeure des de Voren représentait son contraire, un passé qu'il refusait d'exposer. Julien Moreau s'est rapidement rendu compte que cet environnement influençait directement le comportement de toutes les personnes présentes. Rien n'était spontané. Chaque employé suivait des routines strictes, avec des horaires précis même pour traverser certains couloirs. Il y avait des zones où seules certaines personnes pouvaient entrer, et d'autres où personne d'autre n'était autorisé. Et le plus étrange, personne ne l'a remis en question. Le comte Henri de Voren imposait une présence dominante, presque suffocante. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Sa seule présence suffisait à changer l'atmosphère. Lors de ses conversations avec Julien, ses réponses étaient toujours calculées. Ma fille n'avait aucune raison de disparaître. Cette maison ne cache aucun secret. Les employés ont tendance à imaginer des choses. Mais ses actes laissaient penser le contraire. Henri a immédiatement restreint l'accès à certaines ailes de la maison après l'arrivée de la police. Il a invoqué des problèmes structurels, sans toutefois fournir de justificatifs. De plus, il a ordonné à tous les employés d'éviter de circuler la nuit. Contrôle, silence, ordre. C'est ainsi qu'il a gardé la situation sous contrôle. Parmi le personnel, une figure commença à se démarquer. Margot Lefebvre, la gouvernante. Contrairement aux autres, Margot n'évitait pas Julien. Mais elle ne parlait pas librement non plus. Il y avait quelque chose dans son attitude, un équilibre entre peur et lucidité. Elle avait travaillé dans cette résidence pendant plus de 20 ans. On a largement le temps d'en apprendre plus que ce qu'il a dit. Au cours d'une brève conversation, à l'écart des couloirs principaux, elle a laissé échapper « Mademoiselle Héloïse n'était pas contente ». Julien observait attentivement. Pourquoi? Margot hésita, parce qu'il a commencé à voir des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Ce commentaire a complètement changé le cours de l'enquête. Jusque-là, Julien travaillait avec des hypothèses pratiques, évasion, enlèvement, dissimulation familiale. Un nouvel élément est alors apparu, secret de l'intérieur. En analysant de plus près les habitudes d'Héloïse, Julien a découvert des changements récents dans son comportement. Elle avait demandé l'accès à d'anciens dossiers familiaux, chose inhabituelle. Elle a également commencé à fréquenter des parties moins utilisées de la maison, notamment une aile qui avait été officiellement désaffectée. Et plus inquiétant encore, dans les jours précédant sa disparition, on l'a vue parler toute seule. Pas sur un ton délirant, mais comme si je répondais à quelqu'un. Julien décida de consulter les archives historiques de la propriété. Des documents publics parisiens ont révélé des détails que la famille n'avait jamais mentionnés. La résidence d'origine avait été construite au XVIIIe siècle, après la Révolution française. À cette époque, de nombreuses familles aristocratiques aménageaient leurs propriétés pour dissimuler leurs richesses, et dans certains cas, des personnes. Les passages secrets n'étaient pas rares. Mais il y avait autre chose. Un document ancien mentionne des réformes structurelles suite à un incident domestique au XIXe siècle. Aucun détail, sans explication. De retour à la maison, Julien commença à remarquer des schémas. Des portes qui ne s'harmonisaient pas avec le reste de l'architecture, des murs plus épais dans certaines zones, et ce même flux d'air froid, toujours originaire d'endroits improbables. Entre-temps, Margot commença à en révéler davantage, petit à petit. Elle a dit qu'il y a des années, un autre membre de la famille avait disparu. Jamais enquêté, jamais officiellement enregistré, tout simplement oublié. La maison change, dit-elle doucement. Elle dissimule ce qu'elle a besoin de cacher. Julien ne croyait pas aux explications surnaturelles, mais je croyais à la manipulation. Et tout dans cette propriété indiquait une seule chose.
Quelqu'un savait exactement ce qui se passait, et il l'avait caché pendant des générations. Ce soir-là, Julien décida de ne pas se contenter de regarder. Il a décidé de le tester. Il suivit de nouveau le courant d'air qu'il avait déjà senti. Cette fois, il prit de simples outils et marqua discrètement le mur. Quelques heures plus tard, lorsqu'il est retourné au même endroit, la marque avait disparu. C'était bien plus qu'une simple maison pleine de secrets. C'était un système. Et quelqu'un contrôlait encore tout. Julien Moreau ne considérait plus l'affaire comme une simple disparition. La demeure des De Warenne avait cessé d'être un simple décor pour devenir le cœur du problème. Chaque détail observé confirmait la même conclusion. Rien n'y était dû au hasard, et quelqu'un s'ingérait directement dans l'enquête. Le lendemain matin, Julien a demandé un accès complet aux ailes restreintes de la propriété. Le comte Henri de Warenne refusa immédiatement. Il y a des zones instables, ce n'est pas sûr. Julien n'a pas insisté directement, mais il a enregistré le refus. Quelques heures plus tard, il retourna au même endroit, seul. L'aile désaffectée se trouvait du côté le plus ancien de la résidence, une structure datant des premières constructions postérieures à la Révolution française. L'entrée principale était fermée à clé, mais Julien trouva une entrée secondaire par un couloir de service. Là, l'atmosphère a complètement changé. L'air était plus lourd, une odeur de vieux bois et d'humidité imprégnait les lieux. Contrairement au reste de la maison, cet endroit ne semblait pas entretenu, mais plutôt préservé. Comme si quelqu'un voulait que cela reste exactement ainsi. Julien commença à se représenter mentalement les lieux, couloirs étroits, de vieilles portes, dont beaucoup sont condamnés, et encore une fois, le flux d'air, toujours un guide, toujours aller plus loin. Dans une des pièces oubliées, il trouva quelque chose qui ne figurait dans aucun inventaire. Une étagère remplie de vieux documents. Parmi les documents financiers et les lettres de famille, il y avait un petit carnet à la couverture sombre. Il appartenait à Héloïse. Les notes n'étaient pas prises quotidiennement. Elles étaient fragmentaires et rédigées à la hâte. Mais ils ont révélé une progression claire. Tout d'abord, par curiosité, il y a un couloir qui ne figure pas sur les plans. Puis, la méfiance. J'ai entendu des pas derrière le mur. Ce n'étaient pas des échos. Et enfin, la peur. Quelqu'un vient ce soir. Julien ferma lentement le carnet. Ce n'était pas mon imagination, c'était un schéma récurrent. En quittant la pièce, il remarqua quelque chose de nouveau. Un son, léger, métallique, comme une structure que l'on déplace lentement. En suivant le son, il atteignit une partie du couloir où les murs étaient nettement plus épais. En appuyant sur l'un d'eux, il sentit une légère vibration. Il y avait quelque chose derrière tout ça. Avant qu'il puisse réagir, le son s'est arrêté. Silence absolu. Cette même nuit, un nouvel obstacle surgit. L'alimentation électrique de la vieille aile a été coupée, sans prévenir, sans justification. Julien a compris le message. Quelqu'un savait exactement où il menait son enquête, et il essayait de l'empêcher. Déterminé à aller de l'avant, il rechercha de nouveau Margot. Cette fois, pas de détour. Y a-t-il quelqu'un qui vit à l'intérieur des murs de cette maison? Margot n'a pas répondu immédiatement. Mais son silence en disait plus long que tous les mots. Quelques minutes plus tard, elle a révélé quelque chose de crucial. Il existe des passages anciens, mais ils ne sont pas abandonnés. Julien garda les yeux fixés sur l'objet. Qui l'utilise? Margot prit une profonde inspiration. Ceux qui l'ont toujours utilisé. Cette réponse a ouvert une nouvelle piste d'enquête. Julien a commencé à relier les points. Disparitions non signalées, plans architecturaux incompatibles, zones contrôlées par le décompte mouvement à l'intérieur des murs. Ce n'était pas un accident isolé. C'était un système actif. Le lendemain matin, Julien retourna dans l'ancienne aile, préparé. Cette fois, il avait apporté des outils pour forcer l'ouverture des structures cachées. Après des heures de recherche, il a trouvé l'endroit précis où le flux d'air était le plus fort. Un mur en apparence ordinaire, mais avec un petit détail, une différence dans la texture du bois. Avec effort, il s'appuya contre la structure. Il ne s'est rien passé. Il réessaya, cette fois en appliquant une force latérale.
Un clic sec résonna dans le couloir. Et puis, le mur a bougé. Derrière elle, un étroit couloir se dévoilait, sombre, profond, et avec des signes évidents d'utilisation récente. Empreintes, des marques sur le sol. Et quelque chose d'encore plus inquiétant, une faible lumière en arrière-plan. Julien entra. Chaque pas résonnait sourdement. L'espace était claustrophobe, conçu pour rester secret. Après quelques mètres, le couloir se divisait, et c'est là qu'il fit le choix qui allait tout changer. Il suivit le chemin où la lumière était la plus vive. À mesure qu'il s'approchait, il commença à entendre des voix. Point bas, contrôlés. L'un d'eux, mais familier. Julien s'arrêta. Il écouta attentivement. Et puis il la reconnut, era à voix de comte Henri. Cela confirmait le pire scénario possible. Henri connaissait non seulement les secrets de la maison, il était l'un d'eux. Julien avança lentement jusqu'à trouver une ouverture, et ce qu'il a vu de l'autre côté a complètement anéanti la version officielle de l'histoire. Il n'y avait aucun signe d'abandon. Il y avait une structure, équipement, et un espace qui semblait habité. Mais le plus frappant n'était pas le lieu. C'était lui qui était là. La princesse Héloïse était vivante, et elle ne semblait pas être piégée. Julien resta immobile pendant quelques secondes, observant sans être vu. La faible lumière révélait un environnement trop organisé pour être improvisé. Ce n'était pas une cachette de fortune, c'était un prolongement fonctionnel de la résidence elle-même. Et au centre de cet espace caché, Héloïse de Vorenne conversait avec le comte Henri, sans aucun signe de peur, sans résistance. Cela allait à l'encontre de tout. Julien se retira en silence. Intervenir à ce moment-là aurait pu compromettre toute l'enquête. Il devait comprendre ce qui se passait avant d'agir, car si Héloïse n'était pas retenue contre son gré, alors pourquoi simuler une disparition? En remontant à la surface de la maison, Julien réalisa qu'il n'était plus confronté à une simple affaire criminelle. C'était un enchevêtrement de relations, de secrets et d'intentions contradictoires. Et chaque personne habitant cette maison semblait cacher une pièce différente du puzzle. Les jours suivants, il changea d'approche. Au lieu de les confronter directement, il a commencé à observer des schémas de comportement. Et c'est ainsi que de nouvelles couches sont apparues. Margot Lefebvre devint plus tendue. Son emploi du temps changea. Elle évitait certains couloirs la nuit, précisément ceux qu'avait explorés Julien. Confrontée indirectement, elle a laissé échapper « Tout ce qui ressemble à un choix n'est pas forcément synonyme de liberté ». Cette phrase a ouvert une nouvelle possibilité. Et si Héloïse était là, de son plein gré, mais sous influence? Pendant ce temps, Julien enquêtait sur le passé de la famille dans des archives plus profondes à Paris. D'anciens documents ont révélé une tendance inquiétante. Depuis plus d'un siècle, des membres de la famille de Vorenne disparaissent dans des circonstances similaires, jeunes héritiers, toujours sur le point de prendre le contrôle. Responsabilité, toujours sans explication officielle. Personne, aucune enquête officielle, un silence total. Mais il y avait un nouveau détail. Certaines de ces disparitions ont coïncidé avec des périodes de transition au sein de la famille, des moments où le contrôle de la propriété passait d'une génération à l'autre. Julien commença à formuler une hypothèse inquiétante. La résidence n'était pas qu'une simple maison, c'était un mécanisme de succession. Parallèlement, une autre figure est apparue dans l'enquête. Lucien Armand, l'avocat de la famille. Il était responsable de tous les documents juridiques de la famille de Vorenne et avait un accès direct au compte. Contrairement aux autres, Lucien ne montra aucune peur. Cela a démontré une prudence stratégique. Au cours d'une conversation soigneusement menée, Julien a testé une approche indirecte. Les disparitions anciennes laissent souvent des traces juridiques. Lucien répondit sans hésiter. Il n'est pas nécessaire de retrouver toutes les traces. Cette réponse a confirmé un autre niveau de contrôle. L'histoire ne se limitait pas à l'intérieur de la maison. Elle était protégée aussi bien en dehors d'elle-même. Entre-temps, Julien a commencé à remarquer une activité nocturne plus intense. Mesure, les portes sont ouvertes à des heures irrégulières, et une nuit en particulier, quelque chose de différent se produisit.
Une jeune employée, Claire, a tenté de quitter les lieux sans autorisation. Il a été intercepté avant d'atteindre la porte. Le lendemain, elle avait tout simplement disparu. Aucune explication, pas de remplacement immédiat. Julien a compris rapidement. Ce contrôle n'était pas seulement historique, il était actif. C'est immédiat. Pressé par les progrès de l'enquête, le comte Henri commença à agir. Il convoqua Julien pour une conversation formelle. Cette fois, sans le même calme qu'auparavant, il y avait de la tension. « Vous dépassez les limites que vous ne comprenez pas. » Julien resta calme. « J'enquête sur une disparition. » Henri s'approcha lentement. Il enquête sur une structure qui a permis à cette famille de prospérer pendant des générations. Il s'agissait de la première admission indirecte. Mais avant que Julien ne puisse développer, Henri conclut « Certaines vérités ne doivent pas être révélées, pas même à ceux qui les recherchent. » Cette conversation a mis une chose au clair. Le comte ne le niait plus. Il ne faisait que le justifier. Cette même nuit, Julien prit une décision risquée. Retourner dans le couloir, caché. Mais cette fois, pas seulement pour observer. Il avait besoin de parler à Héloïse. En pénétrant à nouveau dans le passage secret, quelque chose avait changé. Plus de mouvement, plus de lumière, plus de voix. Et puis l'élément inattendu est apparu. Une porte qui était fermée était maintenant ouverte. À l'intérieur, Julien a trouvé quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Disque, fichier détaillé, nom, date. Et c'était une liste qui s'étendait sur plusieurs générations. En tête de la liste la plus récente, Héloïse de Vorenne. Statut, actif, juste en dessous. Un nom qui n'a rien à faire là. Julien Moreau, statut, observé. Il ne faisait pas que mener une enquête. Il était devenu partie intégrante du système. Et le temps pressait. Julien resta immobile devant la liste. Son propre nom, inscrit avec précision, ne laissait place à aucun doute. Il n'était plus seulement un enquêteur extérieur, il s'agissait d'une variable calculée. Pendant quelques secondes, il tenta de garder le contrôle rationnel de la situation. Mais quelque chose clochait à un niveau plus profond. Cette liste ne semblait pas récente. Le journal était vieux, l'écriture manuscrite a varié selon les époques, et pourtant son nom y figurait toujours. Cela ne signifiait qu'une seule chose. La famille de Vorenne n'a pas réagi aux événements. Elle les avait anticipés. Un bruit derrière lui brisa le silence. Mesure, lentement, régulièrement, pas de précipitation. Julien se retourna, et il trouva le comte Henri debout à l'entrée des archives cachées. Mais cette fois, il n'était pas seul. Héloïse était à ses côtés, et quelque chose avait changé chez elle. Il n'y avait pas de peur, pas urgent. Il y a eu une décision. « Vous l'avez trouvé plus vite que prévu », dit Henri d'une voix maîtrisée. Julien a gardé son sang-froid. Ce n'est pas une disparition, c'est un processus. Henri ne l'a pas nié. Il a simplement répondu. Il commence enfin à comprendre. Julien tourna son regard vers Héloïse. « Vous n'êtes pas en état d'arrestation. » Elle a répondu sans hésiter. « Je n'y suis jamais allé. » Les tensions se sont accrues. Tout ce que Julien avait mis en place jusque-là commença à se mettre en place. « Alors, pourquoi disparaître ?» demanda-t-il. Héloïse s'avança. « Parce que personne ne peut prendre le contrôle de cette maison sans disparaître d'abord. » Silence. Henri a poursuivi. « La structure que vous voyez n'est pas un secret. C'est un rite de passage. » Julien fronça les sourcils. « Est-ce que vous faites disparaître les gens ?» Henri a corrigé avec exactitude. « Nous l'avons retiré de la surface. » Cette distinction a tout changé. Héloïse a désigné les dossiers. Tous les noms cités ont suivi le même processus. Certains ont été acceptés, d'autres non. Julien croisa les bras. Et qu'arrive-t-il à ceux qui ne l'acceptent pas? Pour la première fois, il y eut une véritable pause. Henri a répondu « Ils cessent de faire partie de l'histoire. » La réponse était suffisante. Julien fit un pas en avant. C'est du contrôle, pas de la tradition. Héloïse l'interrompit. C'est une question de survie. Elle s'est rapprochée encore davantage. À présent, sa voix était intense. Vous avez vu les archives, les changements au fil des siècles. Des familles comme la mienne n'ont pas survécu à cette exposition.
elle a désigné les alentours. Ils ont survécu en s'adaptant, en se cachant, en éliminant les risques. Julien a répondu directement « Et je représente un risque ». Henri a répondu immédiatement « Essayez ». Le silence qui suivit n'était pas un silence de doute, c'était l'heure des décisions. Mais alors, il y a eu un rebondissement. Héloïse regarda Julien droit dans les yeux, et il a dit quelque chose que personne n'attendait, « Mais vous êtes aussi une opportunité ». Julien n'a pas réagi immédiatement. Henri se tourna vers elle, surpris pour la première fois. « Explique ». Héloïse gardait son attention fixée sur Julien. Il a découvert ce que personne n'avait découvert depuis des décennies. Il n'a pas réagi avec peur. Il a analysé. Elle fit une pause. Il comprend le système. Henri observa Julien de plus près. Non pas comme une menace, mais comme un élément à évaluer. « Vous suggérez une intégration ?» demanda le comte. Héloïse hocha lentement la tête. « Ou l'élimination ?» conclut Henri. Julien réalisa à ce moment-là, le choix ne leur appartenait plus exclusivement. C'était le sien aussi. Mais avant qu'elle puisse répondre, un événement inattendu se produisit. Un bruit sourd résonna dans les couloirs cachés. Je n'avais jamais rien entendu de pareil. Ce n'était pas une porte, ce n'était pas une étape. Ce fut un choc. Peu après, un deuxième son, plus près, plus fort. Henri a réagi immédiatement. Quelqu'un est entré. Julien fronça les sourcils. Impossible. La maison est isolée. Mais alors, Margot est apparue à l'entrée, à bout de souffle, désespérée. Ils sont venus. Silence. Qui ? demanda Julien. Margot a répondu avec difficulté. Les personnes qui n'ont pas disparu sont revenues. Cette phrase a complètement bouleversé la logique du système. Héloïse recula d'un pas. Pour la première fois, l'incertitude régnait. Et puis vint la révélation finale du tournant. Tous ceux qui avaient disparu n'avaient pas été éliminés. Certains avaient réussi à s'échapper, et ils revenaient, mais pas par hasard, pour se venger. Et maintenant, la résidence, qui pendant des siècles avait tout dissimulé, était devenue la cible. Le bruit d'un troisième impact résonna dans les couloirs cachés, plus proche, plus violent. Cette fois, il n'y avait aucun doute. La propriété était envahie. Henri de Vorenne réagit avec une rapidité calculée, fermer les points d'accès internes. Sa voix ne trahissait aucune panique. Mais c'est urgent. Héloïse ne bougea pas immédiatement. Ses yeux étaient fixés sur Julien, comme si, à ce moment précis, il était plus important que la menace extérieure. « Vous devez vous décider maintenant », dit-elle. Julien a ignoré la pression directe. Son attention était focalisée sur le déroulement des événements. Si ceux qui avaient disparu revenaient, le système avait donc déjà connu des défaillances auparavant, et quelqu'un avait survécu à l'extérieur. Margot a interrompu, « Ils connaissent à la maison ». Cette information a tout changé. Henri se retourna brusquement. « Combien ?» Margot hésita. « Je ne sais pas, mais il y en a pas mal. » Le contrôle absolu de la résidence commençait à s'effriter. Julien a pris une décision immédiate. S'ils connaissent les passages secrets, ils éviteront les couloirs principaux. Henri répondit sans discuter. Ils vont droit au cœur du problème. Le noyau. Julien a compris rapidement. Cet espace caché n'était pas qu'une simple cachette. C'était le centre de commandement de la structure. Et maintenant, il était la cible. N'ayant plus le temps de négocier, Henri ouvrit un compartiment caché dans le mur. À l'intérieur, il y avait d'anciens dispositifs de sécurité, des mécanismes physiques et non numériques, portes de confinement, serrures internes, systèmes conçus pour isoler certaines parties de la maison. Cette maison a été construite pour résister aux invasions, a déclaré Henri. Julien a répondu, pas ce genre-là. Entre-temps, Héloïse a finalement fait le premier pas, mais pas dans une optique défensive. Elle s'est dirigée vers la liste des disques. Il passa ses doigts sur les vieux noms. Cela s'est arrêté à quelques points précis. Il ne devrait pas être en vie. Cette phrase n'avait rien à voir avec la peur. C'était un calcul qui a mal tourné. Soudain, les lumières du couloir caché se mirent à vaciller. Et puis, ils l'ont supprimé. Obscurité.
Pendant quelques secondes, seul le bruit de leur respiration à tous les trois emplit l'espace, jusqu'à ce qu'un nouveau son émerge. Mesure, deux différentes des précédentes. Plus lourd, plus décisif. Julien se plaça instinctivement près de l'entrée. Henri recula, analysant les itinéraires. Margot resta immobile, Héloïse. Il est resté au centre. La première silhouette émergea des ténèbres, éclairée par une faible lanterne, visage partiellement visible. Mais suffisamment pour avoir un impact immédiat. Henri prit la parole, pour la première fois, sans maîtriser totalement sa situation. Ce n'est pas possible. L'homme fit un autre pas en avant. Tu devrais être mort. L'intrus répondit calmement. C'est ce que vous avez écrit. Julien observa en silence. Chaque détail confirmait l'hypothèse. Cette liste n'était pas qu'un simple record. C'était une phrase, et certains y avaient échappé. D'autres chiffres sont apparus derrière le premier. Hommes et femmes, âges différents, mais avec un point commun, ils portaient tous les marques du temps passé en dehors de ce système. Ce n'étaient pas seulement des survivants, ils étaient témoins. Le dirigeant fit un pas de plus en avant. Son regard s'arrêta sur Héloïse. « Alors c'est à ton tour. » Héloïse n'a pas reculé, mais il n'a pas répondu immédiatement non plus. Julien a compris quelque chose d'essentiel à ce moment-là. Ce n'était pas qu'une simple attaque, c'était un règlement de compte. Henri a tenté de reprendre le contrôle. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. » L'homme répondit, sans élever la voix, « Nous comprenons mieux que vous ne le pensez. » Il a désigné les alentours. Nous en faisions partie. Silence. Julien est intervenu. Si vous avez fait tout ce chemin, ce n'est pas seulement par vengeance. L'homme le regarda pour la première fois. Évaluation. Non. Une pause. Nous sommes venus conclure les choses. Ce mot a complètement changé la donne. La fermeture ne signifiait pas seulement détruire des vies. Cela impliquait de mettre fin à l'ensemble du système. Henri a réagi fermement. Sans cette structure, rien de tout cela ne survivrait. L'homme a répondu « C'est bien là le problème ». Les tensions ont atteint un nouveau niveau. Julien était pris entre deux feux, un système qui manipulait disparition sur plusieurs générations, des survivants qui voulaient tout détruire. Et au centre de tout cela, Héloïse. Elle a finalement pris la parole. S'ils détruisent cela, il ne restera plus rien. Le dirigeant a répondu « C'est exactement comme ça que ça devrait être ». Un silence absolu régnait dans l'espace. La structure qui avait soutenu la famille pendant des siècles était sur le point de s'effondrer. Et pour la première fois, personne ne maîtrisait totalement la situation. Le silence qui régnait n'était pas seulement dû à la tension, c'était une rupture. Tout au long de l'enquête, Julien Moreau a fait preuve de logique, d'analyse et de détachement émotionnel. Chaque étape était calculée, chaque conclusion fondée sur des schémas. Mais maintenant, il était à l'intérieur du système et, pour la première fois, sans contrôle total. Devant lui, deux voies se dessinaient avec une clarté brutale. D'un côté, le comte Henri et une structure construite au fil des générations, froide, efficace, impitoyable. De l'autre côté, les survivants, marqués par des années de silence, sont prêts à tout détruire, quelles qu'en soient les conséquences. Et au centre, Héloïse. Julien réalisa quelque chose qu'il avait ignoré jusque-là. Elle n'était pas qu'un simple rouage du système, c'était son point d'équilibre. Tandis que les survivants descendaient lentement le couloir caché, Julien changea de position. Il n'a pas reculé, il n'a pas donné suite à leur projet non plus. Il a démissionné de son poste d'observateur. « S'ils font ça ici, personne ne sortira », a-t-il déclaré fermement. Le chef des survivants répondit sans hésiter. « Nous l'avons déjà accepté. » Julien hocha légèrement la tête. « Tu as accepté la mort. Cela ne signifie pas que tu dois emporter tout le monde avec toi. » Cette phrase a rompu le rythme de la progression. Un instant. Henri observa en silence. Pour la première fois, il n'est pas intervenu. Julien a poursuivi. « Vous voulez arrêter le système, pas répéter ce qu'il a fait. » Le chef plissa les yeux. « Et quelle est votre proposition ?» C'est cette question qui a tout changé. Julien n'a pas répondu immédiatement. Il regarda autour de lui, pour les fichiers, pour les coureurs.
à la structure invisible qui soutenait tout cela. Et puis, vous avez compris, le système ne dépendait pas uniquement des individus. Cela dépendait du secret. Il tourna son regard vers Héloïse. « Vous avez dit qu'il survit parce qu'il se cache. » Elle garda le regard fixe. « Essayez. » Julien fit un pas en avant. « Alors exposez-le. » Silence. Henri a réagi immédiatement. Cela détruirait tout. Julien répondit sans détourner le regard. « Exactement. » Cette proposition a complètement changé l'orientation du conflit. Il ne s'agissait plus de détruire physiquement la structure. Il s'agissait de mettre fin à sa fonction. Les survivants échangèrent des regards. Cela ne faisait pas partie de leur plan. Le dirigeant a demandé « Et quelle garantie que cela fonctionnera ?» Julien a répondu précisément « Tu en es la preuve. » Il les désigna du doigt. « Vous avez survécu parce que vous avez échappé à leur emprise. Maintenant, vous pouvez détruire cette emprise sans que le cycle ne se répète. » Cette logique a commencé à réorganiser le scénario. Héloïse observait Julien avec une intensité croissante. « Vous voulez en faire un scandale public ?» a-t-elle déclaré. Julien acquiesça. « Non, je veux que ce soit vrai. » Cette différence pesait lourd. Henri s'avança avec une réelle urgence désormais. « Vous ne comprenez pas ce que vous proposez. Cela ne concerne pas seulement cette maison. » Julien a répondu « Cela affecte exactement ce qui doit l'être. » Pour la première fois, Henri n'a pas reçu de réponse immédiate. La structure qu'il préconisait ne pouvait absolument pas résister aux intempéries. Pendant ce temps, Margot, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança lentement. Il a raison. Tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai vu des générations traverser cela, » a-t-il poursuivi. « J'ai vu des gens disparaître sans avoir eu le choix. » Elle regarda Héloïse. « Tu l'as encore. » Cette phrase a tout changé. Héloïse prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis le début, on pouvait déceler un véritable conflit dans son expression. Ne laissez pas la peur et le courage se rencontrer. Mais c'est une question de continuité et de rupture. Julien n'a pas insisté, il a simplement attendu. Les survivants aussi. Henri observait chaque mouvement, chaque hésitation. Je savais ce qui était en jeu. Et puis, Héloïse a pris sa décision. Elle s'est dirigée vers les dossiers. Il a ramassé la liste. Il regarda les noms. Pour les générations à venir. Pour supporter tout ce poids. Et puis il a dit, si ça se termine aussi pour moi. Julien a répondu calmement, non. Mettez fin à ce qu'ils vous ont fait. Silence. Cette distinction a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Héloïse ferma les yeux un bref instant. Et puis, il a déchiré la liste en deux. Le bruit du papier qui se déchirait résonna dans le couloir, comme un son bien plus important qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas qu'un simple geste, c'était la fin d'une continuité. Henri n'a pas réagi immédiatement, mais son expression changea complètement. Pour la première fois, il avait perdu le contrôle. Les survivants n'ont pas progressé. Ils n'ont pas attaqué. Parce qu'ils ont réalisé quelque chose d'essentiel. Le système commençait déjà à s'effondrer. Julien, il avait finalement cessé de se contenter d'enquêter. Il avait changé le cours de l'histoire. Le bruit du papier déchiré semblait encore résonner dans les couloirs cachés, comme si la structure même de la maison avait ressenti le choc. Plus rien n'était pareil. La décision d'Héloïse avait brisé l'axe central qui soutenait le système, non pas physiquement, mais symboliquement. Et c'était encore plus dangereux. Henri de Voren resta immobile pendant quelques secondes, mais Julien s'en est vite rendu compte. Il n'avait pas abandonné. Je recalculais justement. Sans dire un mot, Henri recula de quelques pas vers le mur latéral des archives. Ses doigts glissèrent sur un endroit précis du bois. Un mécanisme caché a été activé. Un son grave résonna dans la structure. Les portes se ferment. Verrou en cours d'activation. Julien a réagi immédiatement. Il isole la maison. Margot a confirmé en urgence. S'il active le protocole complet, personne n'entre, personne ne sort. Les survivants échangèrent des regards. Cela ne faisait pas partie de leur plan. Le dirigeant s'est avancé. Alors, nous avons peu de temps. Mais Julien avait déjà une longueur d'avance. Non, il n'essaie pas de s'échapper.
Tous les regards se tournèrent vers lui. Il se prépare pour son apogée. Silence. Henri prit enfin la parole, sans se retourner. Chaque génération est confrontée à ce moment. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. La différence, c'est que vous êtes arrivé trop tôt. Cette phrase a engendré une nouvelle tension. Héloïse fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Henri répondit avec un calme inquiétant. Quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Soudain, une nouvelle série de sons résonna dans la structure, différent des deux précédents, plus profond, plus structurel. Julien l'a remarqué en premier. Il ne se contente pas de le verrouiller. Une pause. Il est en train de faire s'effondrer des parties de la maison. Margot pâlit. Les vieilles ailes, les couloirs cachés. Henri a ajouté. Si le système ne peut pas continuer, il est introuvable. Cette décision a complètement changé la donne. Il n'y avait plus deux camps en conflit. Le risque était immédiat et croissant, la destruction de son propre foyer. Les survivants ont instinctivement battu en retraite, non pas par peur du système, mais en raison du caractère imprévisible de la situation. Julien a rapidement pris le contrôle. Nous devons sortir du cœur du problème, maintenant. Mais Héloïse ne bougea pas. Si nous partons, il emportera tout avec lui. Julien a répondu fermement. Si nous restons, il ne restera plus rien. Henri observait, en attendant, comme s'il croyait encore que quelqu'un choisirait de rester. Mais le temps pressait. Une partie du plafond du couloir adjacent s'est effondrée avec un bruit sourd. De la poussière et des fragments ont envahi l'espace. Maintenant, c'était réel. Julien a commencé à diriger le groupe. Les voies principales s'effondreront en premier. Nous devons emprunter les voies secondaires. L'un des survivants a répondu « Ces routes mènent vers l'intérieur des terres ». Julien acquiesça. « Nous l'utilisons donc contre le système ». Il se tourna vers Margot. « Y a-t-il une sortie qui ne figure pas dans les journaux principaux ?» Margot hésita un instant. « Ça existe, mais personne ne l'a utilisé depuis des décennies. » Julien n'attendit plus. C'est exactement ça. Alors que le groupe se mettait en mouvement, Héloïse s'attarda encore un instant, en regardant le père. Henri ne montra aucun remords, aucun doute là-dessus. « Tu détruis tout », dit-elle. Il a répondu avec sa froideur habituelle « Je protège ce qui reste ». C'était la confirmation finale. Il n'y avait plus de retour en arrière. Héloïse se retourna, et Julien suivit. Ce choix scella le destin de la famille. Le groupe progressa rapidement à travers les couloirs cachés, guidé par Margot. La structure craquait de toutes parts. Des parties de la maison commençaient à s'effondrer. Mais il restait un problème. En atteignant l'entrée du passage oublié, ils ont constaté que l'accès était bloqué. Non pas à cause d'un effondrement, mais pour quelque chose de beaucoup plus calculé. Une porte renforcée, fermée de l'intérieur. Julien s'approcha lentement. Et puis, il a compris. Henri n'avait pas seulement isolé la maison, il avait précisément prévu ce chemin, et maintenant, le groupe était piégé. Derrière eux, une structure en ruine. Devant nous, une issue impossible. Et le temps, ça se termine. Le bruit de l'effondrement de la structure devenait de plus en plus agressif. Le bois se fend, les pierres se déplacent, l'air devient de plus en plus lourd à chaque seconde qui passe. Le groupe était piégé. Devant, la porte renforcée. Derrière nous, l'effondrement inévitable. Et au milieu de tout ça, une décision qu'il fallait prendre immédiatement. Julien a rapidement analysé la structure de la porte. Aucune serrure visible, sans mécanisme externe. Il ne s'agissait pas seulement d'une barrière physique. C'était le dernier point de contrôle. « Il veut qu'on reste ici », a dit Julien. Le chef des survivants s'avança. Puis nous nous sommes séparés. Julien secoua la tête. Il n'y aura pas assez de temps. Le plafond au-dessus d'eux grinça bruyamment. Des fragments commencèrent à tomber. Margot prit la parole avec une urgence croissante. « Cette pièce ne tiendra pas longtemps. » La pression montait. Chaque seconde comptait. C'est alors que Julien a réalisé quelque chose. Il tourna son regard vers Héloïse. Cette porte n'est pas qu'une simple sortie. Elle avait compris avant même qu'il ait fini. C'est un choix. Silence. Dans ce système, tout reposait sur le contrôle, en transition, en décision. Ce ne serait pas différent.
Julien s'approcha de la porte. Il passa la main sur la surface. Il perçut de légères variations dans le bois, imperceptibles pour tous les autres, mais pas pour quelqu'un qui avait appris le schéma. « Ça ne s'ouvre pas avec force », a-t-il dit. Une pause. « Ouvrir avec autorisation ». Tous les regards se tournèrent vers Héloïse. Henri n'avait pas seulement bloqué la sortie. Il ne lui restait qu'une seule possibilité. Elle, tout le poids de la décision reposait sur ses épaules. Derrière eux, le glissement de terrain se poursuivait. Devant, la seule chance. Julien garda le regard fixe. Si ce système dépend de vous, alors il s'arrête avec vous. Les survivants sont restés silencieux. Margot ferma les yeux un instant, et Henri, je n'y étais pas. Mais sa présence dominait encore tout. Héloïse s'avança. Ses doigts effleurèrent la surface de la porte. Pendant un bref instant, il ne s'est rien passé. Le sol trembla. Une poutre est tombée derrière le groupe, bloquant partiellement leur chemin du retour. Il n'y avait plus d'autre option. Héloïse serra sa main plus fermement. « Si ça s'ouvre, dit-elle d'une voix ferme pour la première fois, plus personne ne contrôle rien. » Julien a répondu « C'est précisément le but. » Silence. Alors, un clic, faible, mais définitif. La porte commença à bouger, lentement, lourd, comme si ça n'avait pas été ouvert depuis des décennies. Un fort courant d'air s'engouffra dans le couloir. Air extérieur, sorti. Mais avant que l'ouverture ne suffise, un dernier événement a eu lieu. Une détonation bien plus forte que les précédentes résonna dans la structure. Et puis, Henri apparut, recouvert de poussière, mais intact. Il était arrivé par le seul chemin qui restait. Ses yeux étaient fixés sur Héloïse. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. » Elle n'a pas reculé. « Pour la première fois, je comprends. » Henri s'avança. Pas de précipitation, mais avec une détermination absolue. « Si tu franchis cette porte, c'est fini. » Elle a répondu. Et puis, ça se termine. L'affrontement final n'a pas été physique. Ce fut décisif. Henri s'arrêta à quelques mètres d'elle. Pendant un instant, tout sembla suspendu. Le bruit de la maison qui s'effondre, l'air entre, le système s'effondre. Et puis, Henri a fait la seule chose à laquelle personne ne s'attendait. Il n'a pas essayé de l'empêcher. Il ferma les yeux. Et il recula d'un pas, non pas par faiblesse, mais par choix. La structure située au-dessus d'eux s'est effondrée violemment. Julien a réagi immédiatement. « Maintenant !» Héloïse poussa la porte en grand. Le groupe a avancé, un par un, rapide, sans regarder en arrière. Quand le dernier a traversé, le passage s'est effondré, scellèrent tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Le système, à la maison, le passé, tout enterré. Dehors, l'air était froid. Ouvrir, réel. Julien se retourna un instant. La résidence aristocratique, les choses n'existaient plus comme avant. Et avec elle, des siècles de contrôle avaient disparu, mais il restait encore quelque chose, la vérité, et elle était enfin libre. Le silence extérieur était presque irréel. Après tout ce qui s'était passé, l'effondrement, les tensions, les décisions, le monde semblait reprendre son cours normal. Le vent soufflait sur les champs autour de Versailles comme si de rien n'était. Mais tout avait changé. L'ancienne demeure des de Vaurenne n'était plus qu'une structure partiellement détruite, bouclée par les équipes de secours et les autorités locales. Ce qui s'était passé ne pouvait plus être dissimulé. Cette fois-ci, il était impossible de contrôler le récit. Julien Moreau était debout, observant la scène. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, il ne cherchait pas de réponses immédiates, parce que je savais, les réponses allaient désormais se révéler d'elles-mêmes. Les survivants, autrefois ombres oubliées d'un système caché, commencèrent à se faire entendre. Leurs versions concordaient, détaillées, et surtout impossibles à ignorer. D'anciennes disparitions ont commencé à être rouvertes. Les enregistrements ont été comparés, documents analysés, et ce qui, pendant des générations, avait été considéré comme une absence, a commencé à être reconnu comme la norme. Margot Lefebvre fut l'une des premières à témoigner. Sa voix, auparavant bridée par la peur, était désormais empreinte de fermeté.
Elle a non seulement confirmé l'existence des passages et du système, mais elle a également confirmé l'existence de ces passages et de ce système. Elle a expliqué comment cela fonctionnait. Contrôle par isolation, succession par disparition, un silence maintenu pendant des générations. Julien a tout organisé avec précision. Chaque élément qu'il avait trouvé, les plans incohérents, les documents cachés, les témoignages, formaient désormais une image claire, et pour la première fois, visible. Mais le point central de tout cela, c'était Héloïse. Elle n'a pas disparu à nouveau. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas cherché à échapper aux conséquences. Elle a parlé. Son témoignage était direct. Aucune tentative d'édulcorer la vérité, sans protéger le passé. Ce système existait pour maintenir un contrôle absolu. Et il fonctionnait jusqu'à ce que quelqu'un décide qu'il ne devait pas continuer. Cette déclaration a tout scellé. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'une victime qui parlait, il était une figure centrale du système, et il a choisi de la briser. Le nom de famille de Voren, autrefois auréolé de silence et de prestige discret, est désormais associé à des enquêtes approfondies, pas seulement les endroits locaux, mais des nationales. Les archives parisiennes ont rouvert leurs portes. Les institutions ont commencé à réexaminer les anciens dossiers, et peu à peu, ce qui était autrefois isolé a commencé à révéler des liens plus vastes. Julien savait que ce n'était pas encore fini, mais il savait aussi que le plus important s'était déjà produit. Le système n'existait plus. Quant à Henri de Voren, aucun corps n'a été retrouvé. Mais, pour la première fois, cela n'a pas engendré le silence. Une recherche a été générée et, plus important encore, cela a soulevé des questions. Héloïse observait tout différemment désormais, sans les limitations liées à la résidence, sans le poids invisible des générations précédentes. Elle n'a pas hérité du système, elle a terminé. Des mois plus tard, la zone où se trouvait autrefois la résidence restait isolée. Les fouilles se sont poursuivies, de nouveaux passages étaient découverts, et avec eux, de nouveaux fragments de vérité. Mais rien de tout cela ne changeait le fait principal. Ce qui était autrefois invisible, il était désormais connu. Lorsque Julien quitta les lieux pour la dernière fois, il emporta avec lui bien plus que la clôture d'une affaire. Cela a renforcé la conviction que certaines structures n'ont pas besoin d'être détruites par la force, uniquement en exposition. Parce que, une fois vus, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Des mois plus tard, le silence n'était plus le même aux alentours de Versailles. Là où se dressait jadis une demeure isolée, il ne restait plus que des traces, surveillées par des enquêtes en cours. Le passé était encore mis au jour, mais il n'était plus dissimulé. Héloïse a pris un chemin différent. Aucun titre, aucun héritage, aucune structure qui ait défini sa vie. Ce ne sont que des choix personnels. Julien reprit ses habitudes. Nouveaux cas, nouvelles histoires. Mais aucun n'avait le même poids, car parfois, résoudre une affaire ne se résume pas à trouver des réponses. Cela signifie empêcher que ce même silence ne se reproduise jamais. Et cette fois, il n'est pas revenu. Et vous, que feriez-vous à la place d'Héloïse? Maintiendriez-vous un système qui a survécu pendant des générations? Ou auriez-vous le courage de tout détruire pour révéler la vérité? Des histoires comme celle-ci nous amènent à réfléchir aux limites du silence et à tout ce qu'il peut dissimuler. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez votre avis dans les commentaires. Croyez-vous que tous les secrets doivent être révélés? Ou existe-t-il des vérités qui doivent rester cachées? Si cette histoire vous a captivé jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car de nombreux autres mystères restent à découvrir. Et dites-moi aussi, d'où regardez-vous? Votre réponse pourrait apparaître dans le prochain article. I think we do. How about this? We build a steam off and then we come back here because then we can be safe. Yeah. Especially because it's becoming night. And they also said about a hole nearby, right? This hole here.
Wait. Can we just... we can do this, right? Wait. Should we beacon? Yeah, we have a beacon. Oh, Jesus Christ, this is getting really fucking spooky. Beacon. No! A spooky fish. Gun. We will know that this is the ship near the spooky fish. 30 seconds. Oh boy. Gun. We go. Yeah, I'm excited for the next game. I hope the next game is as good as this one. I hope we can find... I hope we can find, you know, like people